Oui, bonsoir, merci d'être venu. Au fait, c'était quelque chose par rapport à cette réunion un peu tardive par rapport à la présentation d'un livre qui est sorti il y a quelques mois déjà, non, quelques temps. Je voulais dire que l'explication profonde de pourquoi on l'a fait maintenant tardivement, c'est parce que pour ceux qui connaissent débat, comment ça s'appelle Rencontre et débat autrement. Rencontre et débat autrement, vous savez que c'était animé par Britt et Christian. Et Britt, avant de décéder, elle juste est apparue contre-offensive et elle voulait absolument les présenter. Alors, comme c'est la reprise des rencontres et débats autrement avec Christian, voilà, je voulais dire que voilà, c'est-à-dire cette reprise, c'est avec les bouquins que Britt devait présenter. Alors je voulais juste voilà, rendre hommage à Britt et voilà. Merci. Voilà, je voulais aussi dire juste un petit mot sur Britt. En fait, effectivement, je reprends les rencontres et débats que j'avais co-initiés avec Britt il y a maintenant une vingtaine d'années. En fait, on a organisé avec Britt plus de 320 débats avec des philosophes, des sociologues, des chercheurs, des artistes, etc. Dans des lieux comme ici. Ici, on en a fait au moins une 10 ou 15 ou 20 peut-être, jusqu'à ce que la salle puisse plus accueillir le monde qui nous suivait. Et donc, oui, ça fait 20 ans qu'on a créé cette association et je voulais remercier aussi Miguel et Bastien parce qu'ils ont aussi rendu hommage à Britt dans leur livre où ils ont fait une petite dédicace en souvenir de nos amis, donc Brigitte Patzold, qui a été le nom de Britt, et François Gèze, donc, qui était l'éditeur qui a créé La Découverte, que j'ai eu aussi le plaisir de connaître, de rencontrer, de bavarder avec lui, de l'interviewer d'ailleurs aussi. Donc voilà, merci à vous d'avoir fait ce petit mot à Britt, et puis merci d'avoir accepté d'être les premiers à démarrer cet événement. Donc en fait, voilà, c'est pour présenter votre dernier ouvrage, qui s'appelle Contre-offensive, agir et résister dans la complexité. En fait, c'est votre troisième ouvrage, si j'ai bien compté. Le premier, c'était Le Retour de l'exil. En fait, ils sont parus la même année, ces deux-là, je crois, en 2021. On a mis à profit le confinement, en fait. Ah voilà. C'est ça. Donc, repenser le sens commun et les nouvelles figures de l'agir, penser et s'engager dans le vivant. Je vais vous présenter rapidement. Donc, Miguel, on se tutoie, puisqu'on se connaît depuis déjà une quinzaine d'années. Donc tu es philosophe, médecin pédopsychiatre, tu as... Psychanalyste. Oui, et psychanalyste. Oui, j'allais le dire. Mais tu étais déjà passé aussi par psychiatre, tu étais psychiatre. Non, je n'ai pas fait psychiatrie, j'ai fait médecine, après j'ai viré vers la biologie et la psycho. Ah, d'accord. Tu vois, je suis mal enseigné. Encore des choses à découvrir. Oui, toujours. Donc en fait, dans ta jeunesse en Argentine, tu as lutté contre la dictature militaire et dans la mouvance guévariste. Et donc cela t'a valu de subir la torture et 4 ans de prison. Tu es sorti en fait de prison en Argentine à la suite, ceux qui connaissent un peu l'histoire, de la disparition de 2 religieuses françaises qui avaient été enlevées par les militaires, etc. Et donc le gouvernement français avait dit attention, qu'est-ce qui se passe? Et disons, tu as servi un petit peu de compensation politique, disons, sachant que ta maman est française. Absolument. Donc ça t'a permis d'être libéré à cette occasion. Et tu es arrivé en France, donc grâce à François Gèze, je crois, Absolument, qui oui. t'a accueilli chez lui. Donc en fait, tu as écrit une trentaine d'ouvrages, dont souvent en collaboration en fait, Oui. avec
par exemple Anne Dufourmontel. Oui. Anne Dufourmontel, qui nous a quittés trop tôt, elle aussi, en fait. Ou avec Angélique Delray, qui est ta compagne, tu en as écrit un certain nombre. Et puis, dernièrement, ces 3 derniers, avec Bastien. Bastien, ici présent. Donc toi, Bastien, tu es journaliste et historien de formation. Donc vous co-animez avec Miguel et Angélique le collectif Malgré tout. Donc ceux qui veulent savoir, collectif Malgré tout, ils ont un site actif sur Internet. En fait, dans tous vos livres, vos lignes directrices, c'est la complexité. La complexité, l'agir dans la complexité, la résistance, la décolonisation, la déterritorialisation, l'émancipation, etc. Donc, je vais commencer par vous poser une question et puis vous laisser, disons, à peu près 45 à 50 minutes pour présenter votre ouvrage. Et après, on passera aux questions par la salle. Donc, en fait, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui la complexité? Je vous laisse la parole. Alors, je vais dire, bonsoir. Alors, 2 choses. Je vais définir un peu la complexité en l'accrochant avec pourquoi contre-offensive à la fois, donc c'est l'articulation. Au fait, la complexité pour nous, pour celles qui suivent les séminaires, c'est connu, nous, c'est drôle parce qu'on parle de complexité avec la bénédiction d'Edgar Morin, qui est, effectivement, par mail interposé, parce que ça fait longtemps qu'il est au Maroc et qu'il ne revient pas en France, mais il suit un peu notre point de vue de la complexité. Pour nous, la complexité n'est pas une méthode d'analyse, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est-à-dire que historiquement, notre monde est arrivé à un point d'arrêt, un point de problématisation, d'aporie, je ne sais pas, non, de destruction, qui nous place face à une réalité changeante qu'on ne peut plus continuer ni à penser ni à agir avec les méthodes de la modernité, disons, non? Mais un peu historiquement, si vous voulez, quand je suis arrivé en France, comme définissait Christian, quand je suis arrivé, au fait, je suis arrivé très spectaculairement prisonnier jusqu'à Orly, non? Bon, il me traitait bien dans l'avion, parce que c'était un échange pour couvrir l'assassinat de 2 bonnes sœurs françaises, dont une des 2 j'avais connue, elle alphabétisée dans des bidonvilles, non? Alice Daumont, je l'avais connue. Et quand je suis arrivé en France, on a continué pendant quelques temps à militer, à faire des choses en rapport avec l'Argentine, avec l'Uruguay, comme ça. Et le premier grand constat, c'était qu'il y avait quelque chose de profondément changé. Vous imaginez, je sortais de 4 années de prison enfermé, et plus plusieurs années de lutte dans la guérilla. Ça faisait un tout petit peu, je revenais de la planète Mars un peu, non? Mais très avide de comprendre qu'est-ce que s'était passé, parce que c'était clair que quelque chose de très profond avait changé. Et alors, au bout de très peu de temps, avec un groupe comme ça, avec un groupe d'amis, d'artistes, de militants, surtout français, uruguayens et argentins, on s'est dit, bon, les diagnostics qu'on a fait, pour dire comme ça rapidement, c'était les gens qui continuaient à s'engager pour la justice sociale, pour la décolonisation, pour l'émancipation, le faisaient à un prix très haut qui était d'oublier la complexité. C'est-à-dire, il n'y a qu'à, il faut que, on prend le pouvoir et après on verra bien, n'est-ce pas? Et nous, on avait des expériences très concrètes, n'est-ce pas? Très concrètes, parce que, effectivement,
les groupes notamment auxquels j'appartenais, on avait été militairement et politiquement non vaincus, non, parce que ça continuait effectivement, mais on était militairement écrasés. Mais par contre, on avait participé au Nicaragua militairement de la prise des bunkers de Somoza, qui était le dictateur, et après on a continué à faire. Donc on avait vu une tentative échouée, une tentative réussie, et aucune des deux nous plaisait, non. Alors on s'est dit, bon voilà, les gens qui continuent l'engagement, ils continuent au prix de nier la complexité du monde. Et c'est que de façon très très intéressante, parce que c'était l'époque de la revue Argument, dans laquelle Morin et tant d'autres gens très intéressants étaient en train de travailler la complexité. Hein. Il y avait quelqu'un avec lequel j'ai travaillé après, que c'est Francisco Varela, les biologistes, bon. Et alors on disait, les gens qui abordent la complexité le font au prix de laisser de côté tout engagement social ou politique, n'est-ce pas? Et alors nous, on s'est dit, bon, notre compromis, qui était fondationnel, non, notre compromis sera d'articuler l'engagement et la complexité, sans céder à aucune des deux exigences, tout en voyant qu'il y avait une tension, n'est-ce pas? Et alors, ça, c'était la naissance de notre travail, et depuis plus de 30 ans, le travail va dans ce sens-là. C'est pourquoi, tantôt, pendant quelques temps, au fur et à mesure des amis, des complicités, des problématiques qui apparaissent, tantôt, par exemple, il y a tout un travail pour lequel on a commencé à travailler ensemble pour ce livre-là, la singularité du vivant, par exemple. Alors on dit, mais où est l'engagement là? L'engagement et la complexité étaient dans le fait qu'on voyait, aujourd'hui il est évident pour tout le monde, mais au moment où on travaillait ça, on voyait qu'il y avait une sorte de néomécanicisme avec une interprétation du vivant, de la culture, etc., qui refusait qu'il y ait une singularité du vivant. Et nous, on a commencé à dire très tôt, on a intérêt à vraiment étudier depuis la biologie, travailler depuis la biologie, essayer de voir s'il y a une singularité du vivant ou pas. Donc c'était un engagement épocal avec l'époque, avec les problématiques de l'époque, bien qu'il passait par un travail notamment scientifique, quoi. C'est-à-dire parce que l'idée c'était de construire un modèle organique qui soit acceptable par la communauté scientifique, non pas qu'il soit d'accord, mais au moins qu'il soit acceptable, disons. Non? Et après, par exemple, à l'époque de Non Global, on a travaillé sur un bouquin qui s'appelait Le contre-pouvoir, par exemple. Pourquoi? Parce que parmi les hypothèses qu'on avait, c'était de dire, bon, effectivement, il y a, et ça continue beaucoup dans la contre-offensive, effectivement, on s'est dit, visiblement, il faut tirer une conclusion, non, que c'est imposée toute seule, qui était que l'idée hegeliane, marxiste, occidentale, de que le monde, la société se dirige depuis le haut et que les lieux de changement c'est le haut, on a dit visiblement c'est un échec. Visiblement c'est un échec. Et on a travaillé théoriquement et pratiquement dans tout ce qui émergeait. C'est-à-dire que nous, on pensait à côté et dedans ce qui dans la société bougeait. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'on a accompagné les débuts des sans-terres, par exemple, au Brésil, les occupations des terres en Argentine, etc., ou les mouvements de nouveaux types ici, qui étaient DAL, droit au logement, AC, bon, tous ces mouvements, qui avaient une caractéristique commune toute, malgré la différence, c'était que c'était des mouvements d'une grande radicalité, parce que soit on occupait des terres, soit il y avait comme ça des pratiques qu'on disait sont légitimes, s'ils sont légales, on ne sait pas, non? Avait une grande radicalité, mais cette grande radicalité, pour la première fois, ne suivait pas comme objectif la prise de pouvoir. Là-dedans, on peut dire qu'à l'époque, nous, quand on a cherché, on a dit, mais qui a agi comme ça?
qui historiquement a agi comme ça. Et nous, on s'est inspiré des trois mouvements réels existants, mouvements ou mouvances pour dire plutôt. Le plus important, c'est-à-dire, c'était les mouvements féministes, n'est-ce pas, qui, dans le monde entier, luttaient de façon très très radicale, mais ne les mettaient pas comme objectif la prise de pouvoir et après on verra. Il faut savoir que, bon, pour les plus jeunes, c'est difficile d'imaginer, mais c'était toute l'époque dans laquelle, par exemple, on disait, bon, il y a des contradictions principales et secondaires. Alors effectivement, c'est très important la lutte des femmes, c'est très important la lutte des minorités sexuelles, c'est très important la lutte des Noirs, mais d'abord on prend le pouvoir. On prenait le pouvoir et après, après c'était fini, non? Et alors donc, on s'est dit, bon voilà, les mouvements des femmes, parce que les au pluriel, non? Très contradictoires, conflictuels, bon, quand même, sont en train de changer le monde. Pour petit détail, la moitié de la population, non, c'est-à-dire mondiale, non. Ça me fait rire aussi parce que quand les anciens, il reste une grande fraternité avec les copines et les copains qu'on était dans la guérilla, par exemple, non. Et alors, les bilans qu'ils font, c'est oh, on a échoué parce que Nicaragua c'est une merdouille, parce que le Venezuela, et nous on dit, bah, ça dépend où tu mets la jauge, non, parce que voilà, c'est-à-dire par rapport au changement de la condition des femmes. Voilà. Alors le premier grand mouvement, c'est ça. Le deuxième, qu'on avait eu des rapports organiques avec eux, c'était le mouvement Black, notamment les Black Panthers, qui nous avaient demandé de les entraîner, les aider. On n'a jamais pu, mais bon, dans tous les cas, on était en rapport avec eux. On n'a jamais pu parce que les premiers contingents des Black Panthers qui étaient arrivés pour s'entraîner, il y avait une douzaine de magnifiques blacks d'1,90 m qui arrivaient avec des étuis, des saxophones et des guitares, non, dans lesquels il y avait des saxophones et des guitares. Et à Buenos Aires, une quinzaine de blacks d'1,90 m qui se baladent. C'était comme c'était impossible de les cacher pour les entraîner nulle part, mais on a beaucoup discuté. Bon. Alors le deuxième mouvement, c'était ça, c'était la lutte des blacks américains qui ne disaient pas non plus il faut prendre le pouvoir, ils disaient on change la société maintenant. Et les rapports avec les pouvoirs, à ce moment-là, on a fait quelque chose qui a été adopté par la mouvance non globale après, on a dit il y a une différence entre gestion et politique. Et on a dit la gestion c'est ce qu'il y a en haut, non, qu'on appelait jusque-là le pouvoir. Et la politique, elle est toujours horizontale et conflictuelle. Et alors, on reconnaissait donc trois grands mouvements comme ça pour nous inspirer, les mouvements des femmes, le mouvement des Black Panthers et le mouvement des minorités sexuelles, comme on l'appelait à l'époque, parce que les groupes auxquels j'appartenais en Argentine, qui s'appelaient les RP-PRT, avaient une tendance, c'était ça le guévarisme, une tendance très ouverte, non, dans laquelle il y avait la contre-culture, le féminisme, l'indigénisme, et aussi les très héroïques et historiques FLH, des Fronts de libération homosexuelle par exemple. Et donc les groupes guévaristes étaient un groupe comme ça, très ouvert, comme ça, des contre-pouvoirs. Le problème, c'est que plus on a eu la répression, plus nos commandants, moi j'avais des responsabilités militaires mais pas politiques, j'étais très jeune, plus nos commandants, ils sont tombés dans les pièges de l'affrontement. Alors ces grandes diversités qu'il y avait au départ s'est perdu vers un affrontement spéculaire face à face. Bon, voilà. Alors c'est pour dire, la question de la complexité s'articule avec historiquement la question des contre-offensives, des contre-pouvoirs, parce qu'effectivement c'était cette idée un tout petit peu de les défis sont épocales, c'est-à-dire c'est l'époque qui décide des défis, comme Nietzsche quelque part écrit, mais bon c'est pas le seul, même Hegel dit ça, c'est-à-dire que penser ce que se donne à penser, n'est-ce pas, c'est-à-dire les idées, les défis arrivent à la tête, comme à un peintre par exemple, tout à coup lui semble de façon évidente qu'on ne peut plus peindre comme avant, n'est-ce pas? Et alors on ne sait jamais comment c'est arrivé cette idée, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus peindre comme avant, parce que c'est
quelque part ce que Hegel appelait l'esprit de l'époque, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'esprit de l'époque qui déclare caduques certaines formes, pose de nouveaux défis, et bon, voilà, nous, c'est pour ça qu'on parlait de ces défis épocales, voilà. Alors, un peu historiquement, c'est un tout petit peu ça l'origine, c'est un tout petit peu... Et alors je vais dire quelques mots sur l'histoire des contre-offensives. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre la consommation pour ces 2 personnes au moins? Bien sûr. Alors moi je voudrais une limonade s'il vous plaît. Une limonade? Pareil. 2 limonades. Très bien. Et une bière? Demi? Une blanche. J'ai que de la 64 en blanche. C'est bon? Ok, c'est parti, madame. Nutrition. Vous en avez intégration. Alors l'histoire un tout petit peu est contre-offensive, après on peut revenir sur les différents points, hein, parce qu'à vrai dire, les travaux comme ça du collectif allaient dans tous les sens de tout ce qui, pour les a titillé ou convoqué l'époque. Hein. Par exemple, pendant très longtemps, on a travaillé aussi beaucoup par amitié, par rencontre, on suivait la voie qui s'est présentée à nous, non? Et par exemple, pendant longtemps, on a travaillé dans quelque chose qu'après c'est Angélique Delray qui a continué avec un documentaire, un film qu'elle a fait, avec la culture sourde par exemple. Pourquoi la culture sourde? Parce que c'est eux qui sont venus nous chercher, c'était la communauté sourde française qui sont venus nous chercher, parce qu'ils voulaient penser avec nous la question de l'implant cochléaire. Tout à coup, ils se sont rendus compte que la technique, la technologie, proposait une solution qu'eux, ils considéraient qu'elle allait écraser la culture sourde. N'est-ce pas? C'est-à-dire, parce qu'ils ne considéraient pas qu'être sourd, c'était un problème. Il y a 2 types de sourds. Il y a les sourds sourds, il y a les sourds, comme il dit la fille élaborite, non? Avec grand S. Non? Ça veut dire une culture. Et alors il disait, bah, nous, on est une culture, on n'est pas... Alors, par exemple, on a travaillé pendant longues années avec la communauté sourde pour essayer de comprendre justement comment la haute technologie, en proposant certains types de solutions, parfois, ou souvent, ignore la complexité de la problématique, vous voyez. Alors bon, on a travaillé voilà, dans plusieurs sens par rapport à la pédagogie. Bon. Quand, comme moi personnellement, j'ai travaillé avec Francisco Varela, la salpêtrière, par rapport à la neurophysiologie de la perception, bon, je me suis beaucoup intéressé aussi à ça, et tout ça, ça convergeait par exemple à un moment donné historique avec l'algorithmisation du monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette délégation des fonctions. Alors du coup, comme moi j'avais travaillé ça en neurophysiologie, les effets de la délégation des fonctions, vous voyez, mais il n'y a pas une ligne, quoi, il n'y a pas une ligne, c'était très foisonnant, et ça continue à être très foisonnant par rapport à cette complexité d'engagement. Vous voyez, par exemple, avec notre ami Giuseppe Longo, qui est un grand mathématicien, effectivement, on a travaillé avec Giuseppe, on continue à faire des choses parfois ensemble, parce que même dans la logique mathématique, même dans, comme apparemment en biologie, ben, il se pose des défis qui sont des défis pas de l'académie. Vous voyez, ce sont des défis que le monde pose aux chercheurs. Non? Et bon, alors je reviens, alors contre-offensive, ça s'est passé comme ça. Parmi les initiatives pratiques qu'on a développées, on a développé pendant très longtemps ce qu'on appelait des laboratoires sociaux en banlieue. On l'appelait des laboratoires sociaux pour ne pas les appeler directement universités populaires, parce qu'il ne s'agissait pas de diffuser les savoirs, mais de produire des savoirs locaux. Non, de produire des savoirs locaux. Alors, on a travaillé par exemple avec une association dans la Courneuve, dans la cité des 4000, qui s'appelait Africa. On a travaillé à Rissorangis, c'est-à-dire que dans plusieurs endroits, on a développé ces universités populaires, laboratoires sociaux, dans laquelle... Passez-moi, je... Merci. Alors, dans ces lieux-là, la question c'était
de voir comme une des hypothèses centrales sociales et politiques qu'on avait, c'était une grande bagarre qu'on avait dans les non-global où on était assez protagoniste depuis le départ. Il y avait deux tendances. Il y avait une tendance qui était la tendance majoritaire menée par la Ligue à l'époque, qui s'appelait les groupes trotskistes, non? Et les mondes diplomatiques qui disaient les forums et les sociales, mais il faut passer à la politique. Et nous, on disait les forums et les sociales et la politique, c'est ça, n'est-ce pas? Et alors donc, dans ces débats-là, nous, notre position, c'était de dire contre la position qui disait agir local, penser global. Nous, on disait non, 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 il faut agir local, penser local et produire des pensées d'un savoir local multiple et contradictoire. Alors, dans un de ces laboratoires sociaux-là, c'est de là que j'arrive à l'histoire des contre-offensives, on l'a fait avec Max Leghem, qui pendant des années, on a fait des laboratoires sociaux très intéressants, comme ça, avec très puissants, comme ça. Et il a déménagé à Ris-Orangis, parce que bon, on a eu un malheur, un de nos locaux, et les flics étaient en train de virer des Roms à 6h du matin. Alors nous, on a ouvert notre local pour que les Roms ils viennent s'installer, quoi. C'était dans l'urgence, c'était 5-6 heures du matin, voilà. Et alors, du coup, le maire socialiste de Ris-Orangis nous a virés parce qu'on avait accueilli les Roms, bon, peu importe, ce sont les aléas comme ça. Et il a déménagé à Corbeil-Essonnes, donc l'ex-terrain feudal des Dassault, non? Et donc à un moment donné, comme ça, ils ont fait une liste, ils sont présentés aux élections et ils ont gagné les élections. Alors, donc, il y a un maire qui est un maire un tout petit peu de compromis, mais tous les gens qui sont dans la liste, lui qui est le premier, comme on dit, premier adjoint, voilà, sont des gens issus comme ça du collectif avec une opposition. Et alors, ils nous ont dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'une pensée, d'une pratique, du contre-pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on avait eu que des expériences mauvaises, par exemple en Argentine, dans un territoire très amoureux, tu vois. On avait fait, il y avait une vingtaine, une trentaine d'expériences de contre-pouvoir, d'occupation des terres, des quartiers construits en autogestion, et sont arrivées les élections, et un groupe de nous, bien entendu, a gagné les élections et est allé à l'intendance, qui s'appelle la mairie, disons. C'est un peu plus, et un peu plus de pouvoir qu'une mairie, non? Et les lendemains qu'ils étaient arrivés là, ils ont dit, bon, maintenant qu'on est à la mairie, pour dire comme ça, restez tranquille. On dit, comment rester tranquille? Oui, maintenant, nous, on dirige, n'est-ce pas? Et alors, on avait eu 2 ou 3 expériences comme ça. Par exemple, on avait présenté une liste du contre-pouvoir, et on a eu 2 sénateurs, 3 députés nationaux, et pareil, c'est-à-dire ils sont mis à gérer, mais bon. Donc on n'avait jamais eu d'expérience heureuse d'un accompagnement de ce qu'on appelait la gestion, qui respecte et aide la base, mais en gardant dans leur tête que le protagonisme était en bas, vous comprenez? C'est ça qu'on n'arrivait pas à faire. C'est-à-dire, dès qu'il montait dans la tour, il y avait un effet optique. Bon, et alors là, Max et ses amis ont gagné les élections et nous ont dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et alors donc, nous, ce que j'ai proposé, c'est que j'ai réuni des gens qui travaillaient dans des communautés indiennes au Brésil, en Argentine, en Uruguay, quelques gens en Italie, il y avait aussi, et des Français, bon. Et les gens qui avaient par accident gagné les élections. Et pendant plus de 3 ans, on a eu des réunions assez régulièrement en disant, bon, mais et maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire, hein? C'est-à-dire, comment on peut penser les changements sociaux, comment on peut... et ce n'était pas du tout notre moment. La vérité, c'est que ni Angélique, ni Bastien, ni moi, ni Théo, ni les gens qui étaient là plus proches, on n'était pas dans cette pensée-là. L'écho qu'on avait des communautés indiennes était plutôt oh, mais écoutez, laissez-nous tranquilles, nous on vit notre vie, nous on est très différents. C'est-à-dire que c'était pas facile du tout, mais
pendant 3 ans, donc on a réussi à échanger des gens. Étant donné l'état du monde, l'état actuel, qu'est-ce qu'on imagine? Quelles seraient les lignes à suivre? Alors de ces travaux-là, ils sont sortis beaucoup de réunions, 3 bouquins qui sont sortis en Uruguay, après sortis en Colombie, un peu partout, en Argentine, avec surtout des filles de la mouvance écoféministe qui est très forte en Argentine. Et nous, avec Bastien, on a dit, nous aussi, on va faire notre bouquin bilan. Moi, j'ai participé avec un en Argentine, mais bon, le bouquin bilan, c'est celui qu'on a fait. Et alors, Contre-offensif, c'est le bouquin bilan qui se fait un peu en vademecum, quelque part, de dire, bon, voilà, avec toutes ces expériences, alors c'est pour ça que c'est important pour nous de dire que c'est pas que Bastien et moi, on s'est mis à penser dans la bibliothèque comment on pouvait agir dans la société, c'est-à-dire c'est issu d'abord de cette très très longue expérience et surtout de ces 3 années dans lesquelles le défi était celui-là, non? Mais c'était compliqué parce que même ne serait-ce que par rapport à la parole contre-offensive, l'ensemble des gens qui étaient dans des communautés indiennes, etc., s'opposaient parce qu'ils disaient ça c'est trop colonial, c'est trop occidental, parce que, vous voyez, c'était encore... les écoféministes râlaient aussi, parce que ça c'est encore trop occidental, problème, solution. Donc voilà, il y avait cette multiplicité qui reste dans cette... c'est une mouvance, vous voyez, amicale, entre des Brésiliens, Uruguayens, Argentins, Italiens, Français. C'est une sorte de mouvance amicale dans laquelle il y a beaucoup de respect. Et surtout, voilà, c'est-à-dire cette productivité. Par exemple, avec un des animateurs en Argentine du collectif Malgré tout, Ariel Penis, on a publié par exemple certains bouquins qui ne sont pas encore sortis en France par rapport à ChatGPT, par exemple. Avec Teodoro Cohen, qui est de Milan, on a publié 3 bouquins qui sont sortis en Italie, mais qu'on n'a pas publié en France, par exemple. Donc il y a une production comme ça qui a à voir avec des défis, des problèmes qui apparaissent. Bon, ça c'est un tout petit peu l'histoire. J'étais un peu long, mais pour expliquer d'où ça sort, voilà. Juste, pendant que Miguel parlait effectivement de la genèse de Contre-offensive, qui effectivement réexplore certains mouvements, la lutte des sangs, non global, c'était il y a 25 ans. Ouais. Donc pendant que tu parlais de ça, je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Dominique de Villepin, là, il a été interviewé sur France 2 il y a 24 ou 48 heures, donc, comme à chaque fois, on lui pose la question sur l'opportunité pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle française. Et bon, évidemment, il est lu de la réponse, voilà, puis de toute façon, on s'en fout un peu, mais surtout, il va terminer son intervention avec cette affirmation toujours grandiloquente. L'élection présidentielle française, c'est la rencontre entre un homme, d'ailleurs il n'a pas dit entre un homme ou une femme, il a dit entre un homme et le peuple. Donc c'est pour vous dire quand même que ce qu'on développe dans Contre-offensive arrive quand même dans un... Parce que la réception n'est pas la même en France, voilà, arrive dans un pays, et moi je suis toujours très étonné de voir cette fascination et même cette obsession de la France et des Français pour la sphère politique et le pouvoir. Et c'est vrai quand Villepin déclare ça, Jospin aurait pu le faire, je pense aussi. Quand Villepin déclare ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il y a cette consonance un peu anachronique qu'on n'arrive pas à dissimuler. C'est quand même assez incroyable d'entendre ce genre de déclaration encore aujourd'hui, au moment où justement tous les grands idéaux de la modernité prennent l'eau de toutes parts, au moment où le mythe du progrès est une espèce de rhétorique qui tourne un peu à vide, au moment, et ça on verra si on y reviendra, mais au moment où nous on fait le constat qu'on est entré dans une ère de la post-politique. Alors évidemment, il y a des raisons historiques à ça, vous connaissez tous 1789, la Révolution française, qui est une révolution éminemment politique et sociale, qui va ancrer cette idée que le peuple peut renverser l'ordre établi, et puis depuis le sommet, changer la société, on change la société depuis le haut. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier peut-être un peu aujourd'hui, mais la Révolution française, et je fais cette réflexion-là aussi, on en parlait ensemble, en parlant des fêtes de l'être suprême, là, organisées. La Révolution française est une révolution quasi religieuse en France.
c'est une grande entreprise quand même de sacralisation du corps social, avec ses mythes, avec ses codes, avec ses figures héroïques, avec ses rituels. L'idée, c'est pas de faire un cours d'histoire, mais je pense que c'est intéressant de replacer quand même Contre-Offensive dans ce contexte culturel-là, c'est-à-dire cette place. On parlait de négation de la complexité. Aujourd'hui, on peut dire que l'élite politique française, même si elle n'ignore clairement pas la complexité, en tout cas, on est dans un espèce de jeu de dupes où on continue d'activer toujours cette espèce de dimension au moment où tout le paradigme autour de la politique est en train de s'effondrer. Et donc je pensais même l'instabilité qu'il y a eu après la Révolution française, il n'y a pas moins de 8 régimes qui sont succédés jusqu'en 1870, et bien même cette instabilité-là, ça, je ne sais pas, qui va peut-être donner naissance derrière aussi à une autre obsession française qui est celle de l'alternance. Vous savez, voilà, aujourd'hui on a appris que l'alternance n'était pas l'alternative, mais déjà, jusqu'en 1870, il y avait cette idée-là que les changements de régime politique étaient un levier de la transformation sociale. Donc c'est vrai que en France, je dirais que, encore une fois, on est les expériences lutte des sangs, mouvement non global, et pourtant, 25 ans encore après, personnellement, de façon un peu naïve, je le reconnais, en tant que bon français, je suis toujours surpris de voir cette fascination-là. Fascination comme aussi des causes, on peut dire quasiment ontologiques aussi, puisque l'Occident s'est construit, s'est fondé autour du découpage et de la construction d'un sujet historique, d'une figure de l'agir qui va correspondre peu ou prou à l'homme de Descartes, à l'homme de l'humanisme, qui n'est pas n'importe quel humain, qui est un mâle, en bonne santé, ni trop vieux, ni trop jeune, donc un homme rationnel qui est finalement cette figure de l'homme abstrait qui va se débarrasser de toutes ses qualités jusqu'à finalement se réduire à la conscience qui va véritablement apparaître dans la modernité comme le principal, le moteur de l'agir moderne. Et c'est vrai que finalement c'est aussi des éléments qu'il faut, pour comprendre le contexte dans lequel intervient la contre-offensive, avoir en tête. Alors ça, c'est des éléments d'une évolution qu'on reprend dans le livre, mais qui ont aussi été développés dans le livre précédent, Les Nouvelles Figures de l'Agir. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre aussi aujourd'hui l'objectif de contre-offensive si on n'a pas en tête quand même ce paradigme moderne, cette idée que cette humanité éveillée, que cette humanité conscientisée, dès lors ça donnait à se livrer à la tâche d'accomplir la promesse qu'elle s'est donnée à elle-même, qui est celle de se libérer de tous les jougs, de s'émanciper, en devenant maître et possesseur de la nature, et en disciplinant le réel. Et ce désir de maîtriser le réel, de maîtriser ce réel à changer, il va investir le terrain qui est le terrain de la politique. Et évidemment pas la politique dans le sens gestionnaire qu'on pourrait lui donner aujourd'hui, mais c'est la politique en tant que ce champ de la transcendance, cet espace de totalisation, de convergence de tous les processus vers un axe historique, un axe téléologique à partir duquel on pensait tout changement possible. Et c'est vrai que finalement, il y a aussi ce constat dans le bouquin, que le paradigme de l'agir, dans lequel on est encore aujourd'hui, c'est ce qu'on questionne, et voilà, il est resté prisonnier pendant 2 siècles dans le monopole de la politique. C'était la grille de lecture, la grille de compréhension de tous les mouvements, de tous les phénomènes sociaux. Et là encore, il ne faut pas comprendre la politique dans son acceptation un peu restreinte. En tout cas, la politique, ça a été au moins jusqu'à la fin du XXe siècle, la manifestation concrète de l'action de l'instance qui était sacralisée, l'instance sacrée, la société. Et ça a donné, ça en tant que Français, vous connaissez bien ce slogan qui était tout est politique, quoi. Voilà, l'architecture, les rapports de couple, la famille, l'art. Il s'agissait à chaque fois d'identifier dans chacune de ces dimensions par où passer le déploiement de la puissance politique. À quoi bon la littérature, à quoi bon la recherche, si effectivement ces activités-là ne participaient pas de l'accomplissement du grand sens global téléologique. Donc il y a quand même au départ de ce bouquin le constat que ce paradigme de l'agir-là n'est plus opérant, que cette façon de penser le changement social aujourd'hui conduit à une impasse. Alors c'est vrai qu'avec Miguel on avait pris position au moment de Nuit debout contre la convergence des luttes, mais finalement la convergence des luttes c'est rien d'autre que la reconnaissance de la disparition de ce sujet historique. C'est-à-dire cette espèce d'appel un peu désespéré à recréer du lien ontologique entre des luttes qui paraissent un peu désormais confinées dans leur domaine propre.
Et finalement, de même que les appels désespérés, vous savez, dès qu'il y a un sujet, voilà, on entend il faut repolitiser l'écologie, repolitiser les questions liées à l'éducation. Mais ces appels à la repolitisation, finalement, à la repolitisation, ils essayent de revivifier un sujet, ce sujet, cette figure de l'agir moderne qui aujourd'hui n'existe plus. Et donc, contre-offensive, c'est à la fois le constat de l'effondrement de ce paradigme-là, et c'est l'idée, ou en tout cas l'urgence d'affirmer que notre époque n'a plus les moyens, en tout cas peut plus se payer le luxe d'attendre l'hypothétique et très illusoire armée du bien, ce nouveau programme global qui depuis l'extérieur reviendrait ordonner, discipliner, donner du sens à ce que Miguel évoquait comme cette réalité changeante et qui aujourd'hui nous apparaît un peu sous la figure de la dispersion et du chaos. Donc il y a cette idée-là, cet objectif-là de dire l'heure n'est plus à la prise du pouvoir, au contraire, il faut se débarrasser de cette théorie de la délégation de puissance de la base vers un au-delà, cet au-delà de la politique. Au contraire, il s'agit de déployer la puissance multiple et horizontale de la base. Donc c'est ce pari-là avec Contre-offensive, hein, c'est de voir quel serait justement comment sortir de cette fascination pour le pouvoir. L'idée toute simple de dire aujourd'hui, voilà, l'idée c'est pas d'occuper les lieux du pouvoir pour changer la réalité, mais au contraire de s'occuper des processus concrets qui, en changeant la réalité, vont changer les rapports et les structures de pouvoir. Voilà un peu le point de départ, du bouquin, et qui effectivement, et on y reviendra ou pas si on a le temps, mais on va notamment s'appuyer sur la pensée d'un auteur qu'on n'a pas encore cité et qui irrigue tout le bouquin, qui est Rodolfo Kusch, mais que Miguel pourrait parler mieux que moi, mais qui est un philosophe, anthropologue aussi, on peut dire, argentin, qui est décédé début des années 80, 79 je crois. Et qui est sans doute un des plus grands penseurs de la culture et de la singularité de l'Amérique andine, et qui est aussi un des précurseurs de la mouvance décoloniale. Voilà. Et donc effectivement, dans tout le bouquin, on va s'appuyer notamment sur la grille d'analyse que propose Kusch, qui est tout à fait originale. Et on y reviendra puisqu'il distingue deux modes d'existence à des fins pédagogiques. Il ne faut pas imaginer que c'est des modes d'existence substantialisés, mais qui sont Elser et les Starsiendo. Donc, et Kusch, à mon avis, n'est pas traduit en France, hein, je crois pas, il n'est pas traduit en français. Donc effectivement, là, on va aussi effectivement s'appuyer sur cette grille d'analyse-là pour repenser une critique de l'Occident, et pas une critique sur le plan économique et social, mais une critique de l'Occident en tant que dispositif ontologique et un dispositif qui aujourd'hui est dans une impasse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, on peut commencer à dialoguer, quitte à développer. Michel? Oui. D'après vous, où se trouve l'axe de la complexité à travers tout ce que vous avez donc énoncé, et donc je dirais pour vous, donc où se trouve l'axe de la complexité? Je ne sais pas si on peut dire comme ça que la complexité aurait un axe, mais disons qu'il y a quelque chose de central dans la complexité qui est la fin de tout un mode de autoproduction du monde qui est celui que nous on met comme sous la figure de l'ingénieur, non? Dans lequel que c'est un peu le dispositif que effectivement, comme dit Bastien, Descartes il va mettre en théorie, n'est-ce pas, maître et possesseur de la nature, dans lequel il y a un problème et une solution. Et que cette séparation radicale qui ne commence pas avec la modernité. Les origines remontent à la naissance même de l'Occident avec Platon, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a la séparation matière, c'est-à-dire que c'est un peu quelque chose que j'essayais de présenter le dernier séminaire, d'une façon ou d'une autre, l'Occident a pris la voie pour sa construction des Parménides, la voie de ce qui persiste, ce qui ne change pas la voie de l'être plutôt que la voie du néant, du devenir, non? Mais effectivement, la rencontre fondamentale, il y a plusieurs rencontres fondamentales qui font que ce qui est un courant parmi des courants, hein, après dans la pratique, avec plusieurs convergences, va faire le monde occidental, colonial,
Alors, les copains et les copines de la mouvance décoloniale latino-américaine, de notre point de vue, ils ont la tendance à substantialiser les choses, n'est-ce pas? Alors, par exemple, ils vont trop facilement dire que les Indiens ou les groupes trans, ils vont identifier des sortes d'avant-garde qui seraient les plus décoloniaux ou les plus colonisés. Nous, là-dessus, on est très critiques parce que nous, ce que nous disons, c'est que on appelle colonisation à devenir binaire du monde dans lequel tous les mouvements qui sont contre les vivants, des dressages du vivant, de l'idéalisme platonicien sous toutes ses formes, n'est-ce pas? Alors l'axe central, s'il y a un axe aujourd'hui centralissime, c'est effectivement l'abandon de toute pensée qui soit en termes de problèmes-solutions. Par exemple, l'autre jour en Italie, moi je travaille beaucoup en Italie, je suis 2 fois par mois grosso modo en Italie, un peu partout. Et alors en Italie, un journaliste me demande, bon mais toi par exemple, par rapport à la guerre Israël-Palestine, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je lui dis, bah, c'est un très très bon exemple, je dis, parce que je crois que par rapport à une situation comme ça, il ne faut surtout pas tomber dans les pièges de penser une solution. N'est-ce pas? Je lui dis, surtout, il faut commencer par ne pas penser en termes de solution, parce que, quelles que soient ces supposées solutions, ceux d'en bas vont en pâtir, n'est-ce pas? Et donc c'est un tout petit peu ça. S'il y a un truc central de la complexité aujourd'hui, pour dire comme ça, quoi que c'est paradoxal, c'est de dire commencer petit à petit à nous décoloniser aussi la question identitaire. C'est pour ça qu'on a des débats sanglants en Amérique du Sud, non? Parce que pour nous, la question de la décolonisation est une question justement qui ne peut pas tomber dans une nouvelle identité. Alors, pour nous, ça passe par justement une désidentification, une désubjectivisation, non? Par décollage organique, comme ce que tu fais toi. C'est-à-dire par, effectivement, c'est pour ça qu'on a écrit les nouvelles figures de l'agir, par exemple. Parce que c'est vrai que nous, on les donne beaucoup d'importance à des choses. Vous voyez, par exemple, là, comme ils ne sont pas là, les copains et les copines, j'en profite. Mais par exemple, c'est... Mais par contre, ils vont pouvoir te... Ils vont pouvoir... non, mais après, c'est pas un problème. Après, pour moi, c'est pas ce soir. Par exemple, il parle beaucoup, et à juste titre, de la Pachamama, de notre frère Condor, de la Sœur Lama. Très bien. Simplement, la question ici, c'est donc, puisque c'est comme ça, il faut finir par déterrer l'anthropocentrisme. Donc, la première chose qui arrive, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul au monde, comme on croyait, nous les humains, on n'est pas seul au monde, comme on croyait les binarismes occidentaux. Et alors donc, quand on essaye de comprendre un tout petit peu une situation, il faut prendre en compte un tas de vecteurs non anthropos, non humains, par exemple, non? Alors, ça fait ça aussi, c'est-à-dire on n'est pas pensé en termes de solutions, ça signifie, c'est une des conséquences très exigeantes de laisser derrière l'anthropocentrisme. Alors, l'anthropocentrisme pour nous, ce n'est pas que l'humain était au cœur, c'est un dispositif, l'anthropocentrisme c'est un dispositif. Pareillement, par exemple, la mouvance décoloniale traite par-dessous la jambe la colonisation algorithmique. Or, la colonisation algorithmique sur les vivants est incroyable, c'est-à-dire les mouvements moi j'ai commencé à travailler en neurophysiologie, la délégation des fonctions cérébrales, mais à niveau social, pédagogique, maintenant relationnel, maintenant avec les rapports néo-animistes avec les machines par exemple, non? La délégation des fonctions est tellement grande qu'il y a... Bon, alors voilà, s'il y a des sujets centraux par rapport à la complexité urgents, moi je pense qu'il passe par voir comment on assume cette multiplicité sans tomber dans aucun piège technophobe, par exemple, non? Mais c'est... Bon, un autre point que je peux dire comme ça, pareil avec en Italie,
la réception des positions de contre-pouvoir sont un peu mieux accueillies qu'en France, pour des raisons, comme il dit Bastien, c'est-à-dire il y a quelque chose comme ça de la profondeur de la crise qui est comme plus évident. Bon, parlons pas en Amérique latine, effectivement, c'est beaucoup plus évident aussi cette profondeur de la crise, n'est-ce pas? En France, c'est plus difficile. Mais, par exemple, nous, avec Bastien, on part en disant, nous parlons depuis la défaite, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes dans ce qui caractérise notre époque, c'est une défaite des multiples projets d'émancipation. Et la destruction, l'horreur, la force militaire, économique, continue la destruction. Donc il ne faut pas se tromper dans les diagnostics, c'est-à-dire depuis où nous parlons, c'est un tout petit peu comme si c'était quelque chose qu'à chaque fois je me fais moucher par les Indiens quand on parle comme ça, mais c'est comme militairement jusqu'où il faut se retirer qu'on pourra avoir un point d'appui. Alors tous les ex-commandants et officiers de la guérilla, on pense qu'on est intoxiqué par une pensée militaire, mais bon, c'est-à-dire c'est vrai que l'image c'est ça, c'est-à-dire c'est jusqu'où je dois me retirer comme pour pouvoir penser à quoi? Une contre-offensive, penser. Et nous pensons que ce point auquel il faut aller jusqu'au point de dire, bon, toute idée d'un changement des forces, des changements du monde, etc., aujourd'hui, c'est absolument un pur imaginaire. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est pouvoir se positionner dans cette défaite, pas des forces progressistes, mais cette défaite du vivant, n'est-ce pas, face à cette destruction, et à partir de là, commencer à penser et développer des pratiques alternatives, n'est-ce pas? Je suis très sensible, j'entends beaucoup le langage, la langue. Et la langue, c'est une manière de découper le réel, la réalité, enfin, les distances, vous voulez. Et là, j'entends beaucoup déterrer, contre-pouvoir, horizontal, vertical, hiérarchique, local, global. Moi, je dirais aussi, enfin, travailler aussi sur périphérique et centre. Bon, donc, je m'intéresse et j'écris un peu, je recherche ce qui est de l'ordre de la géométrie de la pensée. Et Edgar Morin a été effectivement une révélation pour moi, mais pas que. Il y a eu aussi dans ce côté-là, pour lutter, et même quand j'emploie le mot lutter, c'est déjà binaire. Donc mon interrogation de fond, c'est comment avec une langue et une histoire philosophique binaire aussi, Platon, Descartes c'est autre chose, hein, comment penser, exprimer quelles sont les structures mentales qui pourraient s'agencer ou émerger à partir de la complexité. Et c'est-à-dire ce n'est plus l'affrontement de deux pouvoirs contre pouvoirs, ou hommes, femmes, tout ce que vous voulez, tant qu'on continue à être dans cet affrontement. Et j'étais aussi très intéressée par François Julien, qui lui parle d'une culture où la langue, que je ne connais pas, la langue chinoise, n'oppose pas le bien, le mal, le haut, le bas, que l'on continue, parce que nous parlons français. Bon, je ne sais pas non plus les langues latines, enfin je connais quelques langues, mais moi c'est beaucoup sur, au niveau, s'il y a quelque chose à changer, de même, moi je vais beaucoup dans les cafés philo, on tombe toujours, c'est le même binarisme, pensée, action, comme si penser n'était pas une action. Mais comment l'exprimer différemment? Donc je pense, là je viens de découvrir par hasard, un philosophe qui s'appelle Garcia, peut-être que vous connaissez, qui
qui justement répertorie un peu les différentes métaphysiques qui sont proposées. Je pense à Descola, qui a fait une sorte pas de bilan, mais de panneau Ces différentes ontologies. Voilà, les différentes ontologies, selon les lieux, les langues, etc. Je pense à un autre qui, je crois, est un anthropologue ou un ethnologue qui s'appelle Boya, qui a 5 ou 6 types, modèles d'imaginaire, de par mon âge peut-être et ma formation, j'ai aussi un côté dont je suis conscient, très structuraliste. Au niveau philosophique, je suis fascinée par la différence entre substance qui fige, où j'émets un jugement de valeur, et processus. Changement, bon, je veux dire, on pourrait faire des colonnes avec le côté dynamisme, idem pour Parménide et Héraclite. Donc c'est toujours ces champs d'opposition, d'affrontement, de face à face, alors que François Julière, que je ne connais pas archi, mais qui correspond plus à ma quête. C'est pas ma quête en tant qu'individu, c'est ce que je sens dans l'air du temps aussi, mais je suis quand même assez gênée par pouvoir contre pouvoir. Vous voyez, à notre époque, quand vous étiez étonné par le vocabulaire d'un des hommes politiques, je veux dire, pourquoi vous avez choisi dans votre recherche, hein, pas forcément personnellement, celui-là, il ne me semble pas très représentatif d'une pensée complexe. C'était une anecdote qui remontait à 48 heures. Hein, voilà. De même, le mot peuple, dans les cafés philo, je ne sais pas, il y a 10 ou 15 ans, dans plusieurs cafés philo, pour en tirer la substantifique moelle. Je vous réponds pour la première partie. Je vous réponds au moins de la première partie. Pardon, je parle trop. Non, je vous réponds une partie. Bon, nous travaillons tous avec des chercheurs, des philosophes et des anthropologues qui sont absolument au-delà du binarisme. Que ce soit par exemple Ernest Mach dans la physique, que ce soit Whitehead dans la philosophie et la physique et les mathématiques, que ce soit Simondon, mais aussi avec le taoïsme. C'est-à-dire que nous travaillons qu'avec des cosmovisions, pour dire comme ça, non binaires. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que nous sommes tous des gens très pratiques, très pratiques. Alors, je vais vous donner un exemple. Je travaille depuis très longtemps avec un groupe argentino, brésilien, français, un peu italien aussi, sur les problèmes de l'utilisation des ordinateurs dans la pédagogie. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux très jeunes? Alors, d'un point de vue psychiatrique, on sait par exemple la hypercompatibilité des mômes tout petits, les dangers que ça c'est. Bon, bref. Alors, nous, on est en train de chercher dans la pratique ce qu'on appellerait des pratiques vertueuses dans lesquelles, sans être ni dans la technophobie ni dans la technophilie, comment est-ce qu'on peut intégrer les machines à l'éducation, puisque pour nous c'est irréversible. Et alors donc, nous on essaye des trucs pratiques. Alors essayer par des groupes à l'école au Brésil, c'est essayé en Argentine, dans différents endroits, vous voyez, en Italie. On travaille ça par exemple, n'est-ce pas, en prenant en compte les problèmes du cerveau, les problèmes anthropologiques, économiques. Bon. On prend en compte tout ça et on dit quelles sont les pratiques qu'on peut développer. Dès ces pratiques-là, si jamais il y a 2 ou 3 qui fonctionnent, émergeront des noms nouveaux. Mais nous nous opposons absolument à fabriquer des néologismes en attendant que la pratique suive. Voyez. Alors,
nous, quand tu as la possibilité d'utiliser certains concepts de Whitehead, de Simondon, je sais pas, même je sais pas, oui, il y a plusieurs comme ça, d'autres penseurs scientifiques qui ont construit des concepts non binaires, on utilise ces concepts-là. Mais c'est vrai que nous, comme position, mode de travail, nous pensons que les mots nouveaux émergent quand la chose nouvelle est plus ou moins déjà là. Nous ne croyons pas que comme ça, on pense que c'est une perte de temps de se mettre à construire un vocabulaire nouveau pour nommer les mondes qu'on désirerait. Vous voyez, c'est-à-dire par exemple, si moi j'ai créé des mots, un monde nouveau pour dire comment les gens, peut-être, Inch'Allah, comme diraient les rabbins, non, dans 50 ans, peut-être les gens auront un rapport non colonisé, non capturé par les portables, mettons. N'est-ce pas? Alors j'ai dit, qu'est-ce que ça serait bon? Parce que moi je me promène dans la rue et je me dis, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se baladent tous comme des pénitents en train de regarder des téléphones. Je monte dans les métros et je me dis, mais c'est pas possible, c'est un film de science-fiction, quoi. C'est-à-dire, bon, alors, moi je me dis, peut-être dans 50 ans, il y aura une pratique vertueuse. Alors je vais l'appeler cucciuflito. Vous voyez? Je l'appelle cucciuflito. Mais non, la question c'est comment le devenir même objectif des pratiques pourront peut-être produire des modes différents d'utilisation de la technique du portable et peut-être après ils vont l'appeler d'une façon, vous comprenez? Mais moi je pense que chercher des mots pour nommer des différences qui n'existent pas dans la réalité est un piège. Nous agissons comme ça. Alors par exemple, quand les copains, surtout des communautés indiennes, nous disent ne parlez pas de contre-offensives, ne parlez pas de résistance, nous on dit écoute, dans nos pratiques, qui sont des pratiques assez différentes, assez hérétiques par rapport aux pratiques d'engagement courant, non? Quand de nos pratiques émergeront des noms pour nommer ce qu'on est en train de faire, par exemple, qu'est-ce que signifie développer des pratiques à la base dans lesquelles on essaie de produire des savoirs locaux, comment on va nommer ça? Je ne sais pas comment on va nommer ça, voyez? Mais imaginons que vraiment se développe une myriade de situations dans lesquelles on développe des modes différents de vivre, de désirer, n'est-ce pas? Parce que la question c'est ça, par exemple. Comment est-ce qu'il va émerger une esthétique alternative? Bon, je ne sais pas comment va émerger une esthétique alternative. Ce dont je suis sûr, qu'une esthétique, c'est une esthétique dans le sens des modes de vie, de désirer, etc. Et moi, ce que je suis sûr, que les noms qui correspondront à cette esthétique alternative, c'est la dernière chose qui va apparaître. Vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, moi je vois une victoire totale du néolibéralisme et que les jeunes non intégrés et non intégrables, marginalisés, les maltraités, les surnuméraires, désirent les mêmes objets qui désirent les fils de papa. Vous voyez? Bon, c'est une merde ça, parce qu'effectivement on dit il n'y a pas de désir alternatif. Alors bon d'accord, je me dis il n'y a pas de désir alternatif, je vais inventer un mot parce que il faut nommer autrement. J'invente les mots, il y a 3 thèses à la Sorbonne qui se disputent entre eux, et c'est le problème des marxistes à Harvard, vous voyez, c'est-à-dire ça fait 50 ans que Marx est prisonnier à Harvard, avec des tests sur le marxisme, les tests du marxisme, que jamais aucun ouvrier américain prend note, vous voyez. Donc c'est ça, notre position est une position comme ça. Alors, je comprends bien contre-pouvoir systématiquement dit, non mais contre-pouvoir, nous on explique avec un tas de mots, parce qu'on n'a pas le mot pour le dire, on explique que contre-pouvoir, ça ne signifie pas désirer le pouvoir, ça ne signifie pas être contre un pouvoir, ça signifie justement ne pas désirer le pouvoir. Bon, Foucault avait dit ne pas désirer le pouvoir. Bon, d'accord,
vous comprenez, mais c'est vrai que comme position très très pratico-pratique que nous avons, nous disons, les mots c'est ce qui apparaît en dernier truc. Et une anecdote un peu bête, mais c'est comme ça, quand la décolonisation en Argentine contre les Espagnols a commencé, pendant les 10 premières années de lutte, des guerres décolonisatrices, les deux armées luttaient avec les mêmes drapeaux, c'est-à-dire luttaient avec les drapeaux espagnols. Non? Et à un moment donné est arrivé un mec, Juan Manuel Belgrano, voilà, et a inventé un drapeau. Mais ça faisait 10 ans qu'on était en train de se bagarrer avec les Espagnols pour se décoloniser, vous voyez. Et voilà, imaginez-vous, si en pleine colonisation et génocide des Indiens, il y avait un intellectuel qui se mettait dans la bibliothèque et disait « il faut un drapeau pour la future décolonisation ». Certainement, il a dû avoir, mais bon. Juste une précision très très rapide sur la question de la binarité. C'est vrai qu'il en est beaucoup question dans le livre, pour autant, nous on ne considère pas la binarité comme le mal absolu, c'est-à-dire que même des scolaires que vous avez cités précisent le binaire comme mode de catégorisation du monde est en réalité partagé par bien des cultures, bien des ontologies. Effectivement, là où l'Occident va se distinguer, voilà, c'est qu'il va y avoir une séparation ontologique radicale, c'est-à-dire que l'Occident va créer une séparation essentialisante entre les pôles de chaque dyade qui sont des pôles historiquement construits. C'est là où l'Occident, effectivement, va faire ce pas de plus. Mais par contre, catégoriser le monde, effectivement, le cru, le cuit, le sacré, le profane, et pas un mode de catégorisation dont l'Occident est l'unique dépositaire et utilisateur. Voilà. Je voulais simplement dire que nommer, pour moi, c'est pas de la décoration après le pragmatisme. C'est dans notre manière de penser, d'imaginer. C'est pas quelque chose qu'on rajoute sur le gâteau. C'est nos Non, je comprends. Mais j'ai posé une fois la question à François Julien, une fois, mais il y a très longtemps, je ne sais pas qui c'était. C'est assez. Je suis confrontée, effectivement, le cru, le cuit, toutes c'est les catégorisations qui m'intéressent. Je ne dis pas il faut ou il ne faut pas catégoriser, mais pour la complexité, quels sont les modes d'expression? Et c'est pas quelque chose qu'on rajoute. Oui, non, mais je comprends ça, mais pour, là, non, mais pour moi, dire... je me sens... je veux dire, c'est beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas de mettre... Non, je comprends, mais non, mais d'accord. Non, mais on peut ne pas être... Non, mais on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave. Oui, mais par exemple, plus. si les jeunes qui ont fait, les jeunes et les moins jeunes, qui pendant 10 ans ont lutté à Notre-Dame-des-Landes, avaient eu la préoccupation de dire mais c'est quoi cette lutte, comment ça s'appelle, je crois que l'aéroport serait là. Je pense que heureusement qu'ils ont développé des pratiques contradictoires qui ont beaucoup souffert. Je vous assure que moi, j'étais très proche des gens. Bon. Et si tous ces gens-là qui ont développé de l'inventivité, des luttes, conflits, etc., avaient pensé qu'il fallait savoir comment nommer leurs luttes, ben je vous assure qu'on aurait un grand aéroport à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. Et la nomination, bah, ça arrivera. Mais on n'est pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, est-ce que votre définition de la complexité inclut la notion de contradiction? C'est-à-dire quelque chose peut être d'un côté un progrès et d'un autre côté être une régression, voire une agression contre l'écosystème. Alors nous en avons un très bon exemple sous nos yeux, il y a le marché de la poésie juste en bas, où on expose beaucoup de livres merveilleux qui ont nécessité l'abattage de quelques forêts pour être édités. Alors le livre est un objet de culture, mais voilà. Bon. Alors faut-il privilégier l'édition numérique? On s'aperçoit que le bilan carbone de l'édition numérique est encore pire. Faut-il à ce moment-là revenir à l'oralité? Et à ce moment-là, eh bien, nous allons être mal à l'aise d'entendre
occidentaux, puisqu'on a mis bien dans la culture occidentale tout ce qui reste des traces, les objets, les monuments, tandis que d'autres cultures privilégient l'éphémère. Voilà, alors comment travaillez-vous? Non, mais c'est pour ça que tous les séminaires de cette année, tout notre travail cette année est autour de la théorie et la pratique situationnelle. Parce que nous pensons qu'il ne peut pas avoir justement des réponses transsituationnelles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça dépend de la situation, c'est-à-dire là-dessus, l'exemple drôle de ça, c'est un tout petit peu la lettre qu'elle a envoyée, comment ça s'appelait? Benjamin Constant. Hein? Benjamin Constant. De Benjamin Constant à Kant, non? Est un exemple drôle, non? D'éthique situationnelle. Parce que Benjamin Constant, qui était un député de la République, non? Des révolutionnaires, Benjamin Constant écrit à Kant en disant « Professeur Kant, vous dites que dans toute situation, il y a un bien, un mal absolu, etc. Alors imaginez, il dit qu'il y a un ami qui vient sonner à votre porte et vous dit « Écoute, Emmanuel, il y a un assassin qui me suit, tu peux me cacher. » Alors vous les cachez. Et après, tac, tac, on sonne à votre porte et je suis l'assassin, je viens tuer votre ami, est-ce qu'il est là? Alors vous direz qu'il ne faut pas mentir. Et Kant répond, ah ben non, il ne faut pas mentir. Alors, alors c'est très très drôle ce passage, parce que c'est un passage avec les grands Kant. Il essaie d'inventer un sophisme, parce qu'il était tout sauf bête. Hein. Il se rend très bien compte que là, il est dans un problème, quoi. Et alors, il dit, bon, d'abord, c'est un péché plus grand de mentir contre l'universel, contre... Qu'est-ce qui est pire, il va dire, non? Dire que mon ami est là, c'est très mauvais, mais c'est encore pire mentir contre quelque chose qui est un mal universel. Vous voyez, il fait une sorte de catégorisation du mal. Et à la fin, on voit bien que l'Emmanuel, il est gêné, il dit, mais peut-être aussi l'ami, il peut fuir par la fenêtre. Alors, c'est très drôle parce que la pensée situationnelle, c'est ça, la pensée situationnelle, c'est ce que Benjamin Constant implicitement dit, non? Parfois, les biens passent par mentir à l'assassin, vous comprenez? Et dans une autre situation, mentir c'est un mal, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est, quand même ça c'est très spinoziste à la fois, non? Aussi, qui est l'idée de qu'il n'y a pas bien ou mal, il y a mieux ou pire par rapport à la situation. Alors nous, on a essayé de voir justement comment se définit une situation, non? Et la blague qu'on faisait dans la mouvance, c'était que si les mouvements de résistance en Argentine, en Uruguay, on avait été kantiens, on aurait évité la torture. Parce que vous imaginez, il nous a attrapés, il disait « Où sont cachés tes copains ?» On ne peut pas mentir, on disait, vous voyez. Alors, on disait bon, que les militaires auraient épargné pas mal d'électricité en Gégène, parce que nous, on aurait été kantiens, vous voyez. Et alors, il y a un côté ridicule dans l'universel que même, visiblement, Kant est gêné, là, il voit que là, il y a quelque chose qui, dans son énorme système, fait coince, non, un tout petit peu. Mais bon, la réponse c'est ça, c'est-à-dire, et alors, par rapport socialement et politiquement, les contradictions sont à tel point réelles et irréductibles que la vérité c'est qu'on se trouve dans un moment de complexité tel que, par exemple, ce qui est juste pour la justice écologique n'est pas juste pour la justice sociale, par exemple. Et ce qui est juste pour... Vous comprenez? Donc, ce qui est juste pour la justice historique n'est pas juste... Bon. Alors donc, notre position est que aujourd'hui, dans notre époque, le plafond de toute décision est situationnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui rationnellement quelque chose qui puisse remplacer l'essence de l'histoire ou l'impératif catégorique kantien. On n'a pas quelque chose comme ça qui puisse remplacer ça de façon globale. Alors on dit, bon, on est dans une situation dans laquelle la seule éthique, ça peut être l'éthique de Spinoza, l'éthique situationnelle, et c'est là où nous disons, bon, mais ce qui n'est pas défini, c'est qu'est-ce qui est une situation. Alors c'est notre travail, c'est ça, de dire à quoi on définit une situation.
Et alors après, la question qui pose beaucoup des gens qui sont dans des pratiques concrètes tous les jours, de dire, bon, mais est-ce que si situationnellement il y a de la créativité, de l'invention, mettons si les choses vont bien dans des situations, est-ce que ceci pourra renverser les grands rapports de force? Eh bien, moi je pense, nous pensons, qu'aujourd'hui on est dans une époque obscure dans laquelle on ne peut absolument pas savoir. C'est-à-dire qu'il y a une éthique de l'acte qui est une éthique de l'acte qui doit se passer de la promesse. Vous voyez? Et ça c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que... Alors où on trouve la motivation? Ben, on la trouve dans la joie de l'agir. On la trouve dans la joie de la solidarité. On la trouve dans la joie d'une vérité, de la construction. On trouve la motivation dans une joie situationnelle. Mais c'est vrai qu'il est très difficile de trouver la motivation pour l'engagement, la création, etc., en disant toute promesse aujourd'hui est absolument métaphysique, idéaliste, à tel point, moi ce qui m'est arrivé très drôle, je racontais dans les séminaires, quand Francisco, le pape argentin, m'avait invité au Vatican pour parler des algorithmes et enfants. À un moment donné, bon, j'ai dit, bon, je perds mon temps parce qu'il y avait un tas de gens très bizarres, là, il y avait la reine de Jordanie, il y avait, bon, je dis, bon, ils avaient invité un tas de gens qui ne travaillaient absolument pas dans la recherche algorithme, et m'ont expliqué qu'il fallait noyer le poisson, quoi, non? Il fallait inviter un tas de gens et qu'après j'allais parler avec lui pour travailler sur ça. Bon, voilà. Et donc à un moment donné, j'ai dit, le problème principal, si on veut dire là, concrètement là, le problème principal, c'est qu'on n'est pas capable concrètement d'établir une altérité du vivant et de la machine. On n'est pas capable d'établir cette altérité, tout en sachant qu'on n'est pas dans la capacité d'établir qu'il y a l'être humain et la machine non plus, parce qu'on est tout à fait hybridé. Alors je dis. Donc la question c'est, quelle est la singularité du vivant? Et tout de suite, je dis, pour ne pas perdre le temps, je lui dis, après, quand je dis ça, je me dis, je suis fou, je dis, mais cette singularité du vivant, ça ne peut pas être l'âme, non? J'étais au Vatican en train de parler avec le pape, alors l'autre il me répond, c'est pour ça qu'on t'a appelé. Je dis, c'est fantastique, quoi, parce que ça veut dire que dans son côté sincèrement progressiste de Francisco, qui s'est réveillé en arrivant à Rome, ses côtés, dans ce côté très progressiste, etc., il acceptait, vous imaginez, le Vatican, il acceptait que la motivation ne pouvait pas être que l'espoir et la promesse, vous imaginez? Donc les mecs acceptaient qu'il fallait construire ce que l'autre appellerait une machine de guerre, quoi. Il faut quelque chose qui garantit qu'on bouge pas au nom d'une promesse quelconque, qu'on bouge au nom de quelque chose d'autre de très concret. Et c'est compliqué, vous voyez. Moi, je sais, pour toute une vie d'engagement, de militance, dans la recherche, dans la pratique, dans tout ça, je sais que la motivation absolument immanente de cette joie, cette expérience, est énorme. Mais c'est très difficile de contagier ça. Les gens qui vont mal, et qui sont dans la survie, qui sont sous les bombes, c'est très difficile de penser leur situation sans une promesse. Mais nous, c'est compréhensible, mais c'est un piège. Parce que plus on est dans la promesse, plus on est des chairs à canon de ceux qui font les promesses. Non? Oui, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris le problème. Il est ma vision dessus, il est mon interprétation. Je trouve que sur le plan pragmatique, il y a deux lieux au monde où on arrive vraiment à une confrontation linguistique, notamment New York pour les Nations Unies et Bruxelles pour le marché commun. Dans les deux lieux, il y a beaucoup de monde qui parle des langues différentes, qui sont donc des pensées derrière, peut-être tout à fait confuses ou claires dans l'esprit de la personne qui parle. Ensuite, ces pensées sont interprétées par des interprètes professionnels qui sont parfaitement capables. Ces interprétations sont
confiés à du papier et parfois traduits dans des lois à autre chose. Donc ce chemin-là est relativement clair. On arrive à des solutions tout à fait claires, pragmatiques, mais comment est-on arrivé là? Oui. Il y a une certaine obligation réelle, c'est de passer par la langue anglaise, ce qui n'est pas toujours convenable. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Bon, nous, effectivement, comme vous l'avez compris, notre pari est le pari que c'est les mouvements réels et concrets qui vont contraindre les instances représentatives ou de gestion à aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà, tout ce que je veux vous dire, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à ces instances-là, c'est-à-dire c'est les mouvements du réel qui contraignent les représentations. Donc là-dessus, on a une position tout à fait matérialiste, si on veut dire comme ça. C'est-à-dire, par exemple, dans les différentes dictatures, on n'a jamais vu une dictature s'établir sans que préalablement les mouvements réels à la base ne soient pas soit épuisés, soit vaincus, soit très très diminués, par exemple. Non? Aujourd'hui, par exemple, en Argentine, Milei, c'est pas le problème. C'est-à-dire, Milei, les lois qu'il peut faire, c'est pas le problème. C'est-à-dire, le problème, c'est l'état de la puissance du peuple argentin qui est tellement bas, tellement piégé, qu'il vote Milei. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était bien pratique, quelque part, la dictature, dans le sens auquel on pouvait éclipser la responsabilité du peuple, n'est-ce pas? On disait, bon, c'est les militaires, ils ont fait un coup d'État, les coups d'État, il était guidé par les Américains, et alors on avait une lecture très claire du monde, non? Or, en réalité, par exemple, les militaires, en Bolivie, quel pays au monde qui a eu plus de coups d'État, non? En Argentine, au Chili, qui a eu un seul coup d'État, en Uruguay, jamais les militaires ils ont donné un coup d'État sans faire un coup d'État préalable, non? C'est drôle parce que c'est un truc peu étudié, bon en Argentine, en Uruguay c'est étudié, mais c'est-à-dire il y a toujours un coup d'État préalable qui précède le coup d'État final. Par exemple, ici en France c'est connu le Chili, c'est très connu le Chili. Bon. Quelques mois avant les coups d'État de Pinochet, le général qui dirigeait la compagnie des tanks a fait un coup d'État. Non? Ils ont vu la réaction des gens et Pinochet est sorti réprimer les coups d'État au nom de la légalité. Vous voyez? Et ils avaient vu, c'est comme le thermomètre, ils avaient mis le thermomètre et ils avaient vu que malgré la grande mobilisation sociale, etc., que ça pouvait passer. Ils ont dégradé un peu plus la situation politique pendant environ un an, non? Et sociale, économique, et ils ont dit, bon, là maintenant c'est cuit. Vous voyez? C'est-à-dire que, je dis ça pourquoi? Pour dire que pour nous, les pouvoirs et les lieux et les institutions de pouvoir, c'est les thermomètres, quoi. Alors il faut tenir compte de ce qu'il dit le thermomètre, mais ce qui est important, c'est le corps social, n'est-ce pas? Alors on n'oublie pas du tout la gestion, les lieux de représentation, pas du tout. Simplement on dit, mais où est le moteur? Et notre hypothèse, mais là-dessus c'est l'hypothèse de tout le mouvement décolonial en principe, et voilà, c'est l'hypothèse de dire, bon, les moteurs est dans la multiplicité concrète, et ce n'est pas... c'est pour ça que je disais avant que les trois mouvements qui nous avaient inspirés à l'époque, il y a plus de 30 ans, c'était les mouvements des femmes, les mouvements black en général, et les différents mouvements des homosexuels. Pourquoi? Parce que tous ces mouvements-là développaient des pratiques
Et il demandait après que les pouvoirs en place tiennent compte, n'est-ce pas? Mais d'abord développer les pratiques. Non? C'était un tout bon, voilà. Ce que je vous disais rapidement, enfin, en gros, notre position de dire qu'il faut prendre au sérieux la question de la déconstruction, c'est parce que cette déconstruction, elle regarde les processus. Elle regarde les processus de production de la réalité. Pour nous, la question de la déconstruction de la langue, c'était pas notre sujet, justement. On s'est intéressé au processus. Voilà, c'est le... Après, encore une fois, on peut être d'accord, pas d'accord, éventuellement penser que l'anglais est peut-être la solution à notre problème, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est effectivement le parti pris, l'hypothèse de départ de cette recherche, pas seulement de contre-offensive. Non, j'ai juste une petite peut-être très pratique, mais en fait, je comprends l'idée des pouvoirs, mais en montant dans les contextes où ces gens de laboratoire sociaux, il y a ces gens de laboratoire. En fait, est-ce que vous vous êtes posé la question de quelle est l'interaction avec les pouvoirs qu'il y a dans ces contextes? Parce qu'en fait, je viens dans des expériences dans mon passé qui sont très proches de ces gens de laboratoires. Je viens de Rome, j'ai plusieurs contextes dans ma tête, mais la question qu'on s'est posée, quel est notre dialogue avec les pouvoirs? Et en tout cas, il y a. Donc, est-ce qu'il y a une vision de faire pression sur les pouvoirs dans certaine manière? C'est un peu ça. Absolument. Nous, on a beaucoup étudié, connu les différents centres sociaux. Non? À Rome, concrètement, j'ai connu, j'étais plusieurs fois à El Cortocircuito, par exemple, l'autre, je ne me souviens pas comme ça, un qui est dans une forteresse, très grand, bon, enfin, voilà. Et pour nous, c'est une question fondamentale de ce rapport qui ne peut pas être un rapport en principe d'opposition. Non, ça dépend, tu vois, ça dépend, mais dans tous les cas, c'est un rapport qui est nécessaire, c'est un rapport d'aller-retour nécessaire. Parfois, le rapport est un rapport dans lequel le pouvoir s'en fout, tu vois, pour les institutions de pouvoir s'en foutent, tu vois. Parfois, ils trouvent ça très dangereux, ils vont tu vois, et parfois même, ils trouvent que et après tout, il résout des problèmes, tu vois. On a les trois types d'expériences. Ici en France, ce qui est drôle, c'est qu'avec les mairies, qu'on a eu plus de problèmes dans des centres sociaux, laboratoires sociaux comme ça, c'était les mairies des gauches. Parce qu'ils pensaient qu'on était en train de questionner la mairie. Et nous, au contraire, naïvement, on pensait qu'avec les mairies des gauches, que ce soit à la Courneuve, bon, dans d'autres, Ris-Orangis, etc. Naïvement, on s'est dit, bon, mais avec des mairies de gauche, on serait aidé, parce que nous, on développe des pratiques concrètes. Avec les mairies de gauche, il y a tout le temps des problèmes, jusqu'à là, quand on s'est fait virer des Ris-Orangis, c'était même des trucs très drôles, ils nous envoyaient des espions pour venir dans les réunions. Non? En tant que les mairies des centres droite, alors là, ils s'en foutaient éperdument. Qui gèrent la misère, non, qui fassent ce qu'ils veulent, non? Et après, bon, s'il y a des mairies d'extrême droite, la question est un tout petit peu plus compliquée parce qu'ils ont une préoccupation d'organiser les voisins. Et ils sont, en France, on a trouvé deux autres groupes aux tendances qui voulaient organiser la base. C'était soit les fachos, soit les différents groupes islamiques, non? Qui ne sont pas tous islamistes et terroristes, c'est-à-dire on a beaucoup travaillé avec les jeunes musulmans de France, par exemple. Les rapports étaient comme ça changeait, mais c'est fondamental de tenir en compte ça. Et à Ris-Orangis, si vous vous préoccupez pour voir un peu ce qui se passe, la myriade d'expériences qui sont accompagnées les gens de la mairie. Il y a un exemple que Max a raconté une fois dans le séminaire, c'est pour ça que je vais répéter ça, de qu'est-ce qu'est une attitude de la part de l'institution de pouvoir non agressive. Non? Il s'avère qu'un jour, ils ne comprennent pas, ils voient que dans une trentaine, quarantaine de coins de Ris-Orangis, il y avait des mamas africaines qui vendaient des maïs. Mais c'était installé comme ça. C'est installé. Alors, effectivement,
c'était pas autorisé, c'était... Voilà. Et alors, toi, tu es de la mairie, tu dis, bah, c'est pas autorisé, qu'est-ce qu'on fait? Bon, et ils disent, bon, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles font là, ces mamans africaines. Et alors, c'était compliqué, parce que l'interface, c'est pas facile, c'est pas qu'ils vont te dire, on est en train de faire ci ou ça, d'autant plus que c'était illégal ce qu'ils faisaient. Bon, bref, ils comprennent que ces mamans africaines avaient occupé une trentaine de postes d'édiles, non? C'est-à-dire qu'ils s'étaient arrangés pour venir là où les jeunes n'allaient pas oser les virer elles. Vous voyez? Et donc c'était à travers toute la problématique des enfants morts d'overdose, l'économie parallèle, parce qu'ils voyaient leurs jeunes arriver avec beaucoup plus sous que qu'ils apportaient les parents, vous voyez. Donc ça avait été une initiative qui a duré le temps qui a duré, mais c'était une initiative, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Et voilà, eux, d'abord, ils n'ont pas dit tout ce qui bouge est dangereux, première chose qu'ils pensent les pouvoirs, tout ce qui bouge et que ce n'est pas dirigé par nous c'est dangereux. Ils ont une attitude de dire, bon, mais essayons de comprendre qu'est-ce qu'ils font, et après ils sont accompagnés et faciliter la chose. Tu vois, ce sont des exemples, il n'y a pas des exemples macro comme ça, mais c'est un tout petit peu pour voir quel est un rapport sain, disons. Et je suis convaincu que oui, que c'est une voie de la démocratie institutionnelle. Une voie de la démocratie institutionnelle possible, c'est d'arrêter de se méfier de ce qui bouge à la base, non? Et d'accompagner les mouvements, potentialiser les mouvements, n'est-ce pas? Parce que sinon, autrement, on ne peut pas non plus dire tranquillement voir partir les institutions démocratiques, partir en morceaux comme ça, se détruire et dire, bon, de toute façon, non, je pense que c'est très important que ces expériences multiples comme ça prennent en compte cette articulation. Oui. Tu vois, c'est un exemple de comment en situation on peut déployer une politique de sécurité qui ne soit pas sécuritaire. Voilà, c'est un texte intéressant. Oui, oui, tout à fait, parce que là, tu imagines par rapport aux dealers, plutôt que de nommer des flics municipaux pour aller réprimer les choses, que ça ne marche pas. Vous voyez, à la fois, c'est pas que ce soit des génies, à la fois, ils savaient très bien qu'on parle des Corbeil-Essonnes, hein, c'est-à-dire tout un système mafieux mis en place par qu'on s'appelle Dassault, etc. Non? Alors, vous pouvez mettre autant de flics que vous voulez, dont la moitié est déjà corrompue et compromise avec les dealers. Ça ne marche pas, vous comprenez? En plus, ça ne marche pas. Et alors, bon, par exemple, la Rive Orangée, je vous donne des exemples, ce sont des exemples petits ou pas petits, après je vais vous dire un député qu'est-ce qu'il disait, on a répondu, non? À Rive Orangée, on s'est rendu compte, on a dit, sur quoi vous voulez travailler dans une assemblée comme ça, avec des voisins qui venaient Ils ont dit sur les commerces de proximité. Alors nous, vous imaginez, commerce de proximité, c'était même pas un rêve, on pensait que ça pouvait être un sujet à travailler. Et alors ils ont commencé à travailler sur la disparition des commerces de proximité et des grands centres commerciaux. Et une des conséquences, c'était qu'effectivement on s'est rendu compte de l'efficacité paradoxale qu'avaient les commerces de proximité, c'était de sécuriser la rue. Vous voyez? C'est-à-dire que les rues vivantes sont des rues dans lesquelles les gens peuvent circuler tranquillement. Vous voyez, on s'est rendu compte de ça. Alors, par exemple, on l'a dit à la mairie, qui était une mairie de gauche, on a dit, bon, mais parce qu'ils voulaient mettre des caméras partout pour se faire réélire, on a dit, écoutez, et alors là, vous ne pouvez pas savoir comment ils sont mal pris ça. Or, voilà, c'est pas éviter les problèmes réels. Nous ne pensons pas que la sécurité est un problème inventé par la droite, vous voyez. Ça, seulement, on le pense quand on habite à Paris, au quartier latin, ou dans le 16e arrondissement. On dit, mais quand on habite dans des territoires un peu moins privilégiés, c'est pas vrai que la sécurité est un problème inventé par la droite. Ce n'est pas vrai. C'est une horreur des lieux dans lesquels, pour circuler, on a peur, je sais pas quoi. Et alors, donc, il y a d'autres façons de traiter ces problèmes-là que sécuritairement. Vous voyez? Alors, cette inventivité, alors je vous dis, sont tous des petites expériences. Alors un jour, un député m'a dit, c'est très beau ce que tu dis, Miguel, un peu paternaliste, non? C'est très beau ce que tu dis, des expériences très riches, mais est-ce que tu penses que comme ça, vous allez changer le monde?
Alors je lui ai répondu très sincèrement que non, que nous ne pensions absolument pas qu'on pouvait changer le monde, mais qu'aujourd'hui il y a deux options. Soit gérer la destruction et la misère comme il faisait lui, soit développer une résistance créative. Moi, il n'a rien dit après. Il n'a rien dit. Mais vous comprenez, c'est-à-dire il n'y a pas une troisième option que de dire et alors comment on change tout. C'est bon, soit on gère la misère et la destruction, soit on développe d'en haut et d'en bas des expériences de création. Tu vois, à Buenos Aires, on avait fait une réunion avec des maires et des élus et des députés sur les contre-pouvoirs, par exemple. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, mais c'est une préoccupation réelle. Non? Pour Ruiz Orangis, donc le groupe que tu avais animé, ça fait 7-8 ans maintenant que tu as raté. Eh ben, il y a encore un petit noyau qui continue à se réunir tous les mois. J'ai rencontré un de ces membres là, tous les mois. Il continue à travailler. Oui, c'est le travail dans ces laboratoires, par exemple, un exemple, deux exemples. Il y avait des problèmes dans les collèges, des problèmes de harcèlement, de racisme dans les collèges. Alors, les parents et les enseignants et quelques élèves sont venus à dire on voudrait penser avec vous ça, vous voyez. Ou par exemple, il y avait la communauté hindoue de la région qui voulait penser leurs problèmes. Alors ils sont venus à nous demander de dialoguer avec nous. Non? Et c'est très très drôle parce qu'ils ont dit ah mais pour vous les hindous on va vous donner un théâtre et alors les hindous alors là ils ont coupé toute relation avec Max et les Français et ils m'ont invité moi parce que comme je suis un métèque ils pensaient qu'ils pouvaient me faire confiance, ils m'ont dit nous on ne veut pas que nos enfants dansent dans un théâtre parce que notre problème est qu'on veut éviter l'intégration de nos enfants à la communauté française. Et alors ils m'ont invité dans un sous-sol, parce qu'il dit, tant qu'ils dansent dans un sous-sol, tant qu'on fait les choses dans un sous-sol, on ne fait pas de folklore. On perd notre tradition. Vous voyez, bon, il n'y a pas une solution. Vous allez pas dire, il faut s'intégrer, il ne faut pas s'intégrer, vous comprenez? Mais c'était des situations très très riches pour lesquelles à chaque fois il fallait construire tous ensemble des voies d'expérimentation. Ce qui est la manière dont on produit du commun en fait. Et oui. Une question? Oui. Je vais en poser une. Vas-y. On a le même problème à notre échelle. Prenons l'Iran actuel, Israël, notre monde occidental et ajoutons toute bonne mesure le monde islamique. N'a-t-on pas les mêmes problèmes? Donc il y a des divisions, des différences tout à fait similaires dans chacune de ces sociétés. Oui, nous par rapport à Iran, pour celles qui suivent les séminaires, vous savez qu'il y a un groupe iranien très proche du collectif avec lequel on a beaucoup été en contact pendant la révolution. En ces moments, ils ont d'autres préoccupations, effectivement. Mais c'est vrai que, par exemple, par affinité, ça fait au moins maintenant 17 ans qu'on est en relation avec des groupes iraniens avec lesquels on dialogue comme ça. Et jamais la question c'était comment on va résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Mais on a développé des pratiques comme ça. Et au moment de la révolution, beaucoup de copines iraniennes, certaines sont intervenues dans les collectifs. Voilà, on a des rapports, mais c'est vrai qu'on évite de faire de la géopolitique. On était très critiqués au 7 octobre parce qu'on a sorti un document en disant le terrorisme est toujours réactionnaire. Alors on a sorti un document en disant qu'une chose c'était la lutte armée, que nous on ne s'opposait pas dans une situation concrète à la lutte armée, de fait historiquement on était mal barré pour s'opposer, ouais. Mais que le terrorisme était toujours réactionnaire parce que le terrorisme signifie massacrer des gens que vous ne connaissez ni Ève ni d'Adam pour envoyer un message à quelqu'un d'autre. Alors on disait c'est
les pires cas d'exploitation humaine qu'il peut avoir. Vous voyez, c'est-à-dire les terroristes du Bataclan ici n'avaient rien contre les jeunes du Bataclan. C'était un message, vous voyez. Alors on disait le terrorisme, pour plus minoritaire que soit, c'est toujours une pensée depuis le pouvoir, vous voyez, parce qu'ils utilisent les gens. Alors on a sorti ce document en disant, nous, une partie de nous, on a occupé des postes de responsabilité dans la lutte armée pendant des dictatures différentes, nous disons, on n'a jamais utilisé le terrorisme, ça ne nous a même pas passé par la tête. Vous imaginez un groupe de Tupamaros qui arriverait dans une plage en Californie, massacrer les Américains. Vous imaginez, je ne sais pas, même avec de l'acide, personne n'avait pensé ça. Alors nous, on s'est opposé clairement en disant non, le terrorisme est toujours réactionnaire et toute voie terroriste trahit la cause qu'il dit défendre. N'est-ce pas? On nous a, mais vraiment, alors là, attaqué de tous les côtés, accusé des agents du Mossad, etc. Quand Israël a commencé à massacrer Gaza, avant qu'il y ait des positions clairement prises, etc., nous on a dit, nous on pense et on pensera toujours depuis le bas, n'est-ce pas? Nous on pense depuis le bas, n'est-ce pas? Et alors penser depuis le bas, c'est penser depuis ceux qui avaient été massacrés à la Kibboutz et ceux qui sont en train de se faire massacrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors on dit, oui mais aujourd'hui la résistance c'est Hamas. Nous, on pense que, oui, en partie la résistance c'est Hamas, mais c'est dommage que la résistance soit Hamas et que le peuple palestinien n'ait pas d'autres modes d'organisation, parce que si on laisse de côté un tout petit peu en version manichéenne, on voit quand même comment Hamas et Netanyahou sont fonctionnels l'un à l'autre. Hein? C'est-à-dire, il y a là quelque chose, il ne s'agit pas de mettre dos à dos 50 000 morts massacrés et 1700. Mais ça, il n'y a que certains philosophes de gauche français qui font ces calculs de nombre de victimes. Nous, la question c'est pas, la question c'est, on additionnerait 1700 personnes de kibbutz pacifistes de gauche, non? On l'additionne aux 50 000 Palestiniens morts, on l'additionne parce que ce sont toujours les mêmes, vous voyez, ce sont toujours les mêmes. Alors, est-ce que cette position elle est viable ou pas? Non, elle n'est pas viable, comme on le dit aux députés, c'est pas que c'est une solution. Mais nous pensons qu'il faut tenir depuis ces lieux-là et qu'il faut penser et agir depuis ces lieux-là. Je vais poser une dernière question. Dans votre ouvrage, vous avez fait référence à Jérémy Bentham, qui a développé le concept du panoptique et dont Michel Foucault a développé. Et en fait, tout à l'heure, tu as parlé de ChatGPT, d'algorithmes, et dans le bouquin, vous dites qu'en fait, on a tous un panoptique dans notre poche, qui est notre téléphone portable. Voilà. Comment, aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous voyez c'est cette question? C'est une grosse question. Non, si tu veux, pour répondre vite fait, puisque bon, c'est vrai qu'il est un peu tard, bon, pour nous, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il faut la penser comme une sorte de puissance immense qui s'est développée avec un niveau d'autonomie très fort. Hein, et que les humains, on a du mal à cohabiter avec ça et à ne pas déléguer massivement et joyeusement toutes nos fonctions, n'est-ce pas? Alors, après, on a travaillé de façon plus technique sur la question de l'intelligence artificielle en essayant d'établir d'un point de vue plus technique quelles sont les différences, puisque aujourd'hui, apparemment, la pensée majoritaire, pas seulement les transhumanistes ou la Silicon Valley, mais la pensée majoritaire, paraît ne pas trouver une différence radicale et structurelle. Et alors on a travaillé là-dessus, n'est-ce pas? On a travaillé en essayant de dire, bon, alors là sont toutes les voies qui vont vers notre position de que le corps, la sensibilité, le sensible, par
exemple, la réponse, pour dire comme ça rapidement, un peu paradoxal, c'est Ariel et moi, on est tout le temps sollicités par soit des scientifiques, soit des centrales des travailleurs de gauche en Argentine, soit des artistes qui disent mais quelle est la différence? Qu'est-ce qui nous reste? Parce qu'ils disent ils font tout, qu'est-ce qui nous reste, n'est-ce pas? Alors la réponse est que la grande différence, d'abord, c'est que c'est comparer, dire quelle est la différence, c'est déjà une question vaincue. Parce que ça veut dire qu'on se considère comme un agrégat des compétences, vous voyez, un agrégat d'application. C'est-à-dire que quand je pose la question, déjà je suis en train de considérer que je partage une quelconque nature avec la machine. Mais la réponse en épistémologie, en biologie, mais c'est long à expliquer, mais la réponse, disons, c'est à la machine, qu'est-ce qui lui manque? À la machine, il manque le tout. Pourquoi elle manque tout? Il manque tout parce que la machine, par définition, n'a jamais un tout à partir de laquelle fonctionne. Vous voyez, la machine est un agrégat infini. La machine, pour le dire, on est dans un bar parisien, voilà, alors Sartre dirait, la machine fait partie de l'en-soi. Vous voyez, il est en une continuité avec l'en-soi. C'est-à-dire, il n'a pas cette séparation du pour-soi, pour parler en termes sartriens, n'est-ce pas? Et qui sont tout à fait appropriés. C'est-à-dire que, une autre référence pour parler rapidement, tout organisme vivant, même un écosystème, est pensable d'après le concept de corps sans organes de Deleuze et Artaud. Non, parce que c'est Artaud qui va les développer comme ça. Et c'est très proche, pour celles et ceux qui connaissent, le concept de Basho dans la philosophie japonaise, non? De Nishida. Nishida, le philosophe japonais. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, tout corps organique, pour tout corps organique, le tout n'est pas ni la somme des parties, ni plus que la somme des parties, le tout précède les parties. Vous voyez? C'est-à-dire, dans tout corps organique, l'organicité vivante précède la partie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un corps n'est pas, d'un point de vue biologique ou épistémologique, un corps n'est pas des organes. Vous voyez? Ce n'est pas des organes. Un corps est pensable seulement comme un tout qui précède les parties. Et il faut dire que les travaux en biologie aujourd'hui qui vont dans ce sens-là, parce que la complexité a aussi ouvert un champ de recherche magnifique. Ton compatriote, les Florentins, Stefano Mancuso par exemple, tout à coup Stefano, qui n'est pas du tout un épistémologue, mais pour rien c'est un botaniste, lui il étudie comme par hasard, non? C'est là où c'est l'époque que te dit qu'est-ce que tu dois penser. Mancuso, depuis une vingtaine d'années, il a travaillé dans son service qu'il a nommé de neurophysiologie des plantes, non? Il montre comment les plantes, sans savoir les organes qu'il faut, remplissent les fonctions que les animaux remplissent avec des organes. Vous comprenez? C'est-à-dire que, disons, la fonction vision, non, c'est pas que les plantes voient, mais c'est que nous faisons avec la vue, la plante, sans avoir l'organe, le fait. Vous voyez? Bon, ce sont des travaux magnifiques. En plus, Stefano est un grand poète et un grand sophiste aussi. Mais il écrit très très bien. Je vous conseille de voir ces bouquins parce que pour nous, d'un point de vue philosophique et épistémologique, c'est quand même quelque chose de magnifique parce que c'est effectivement le corps sans organes, n'est-ce pas? Et on voit bien là l'opposition avec les transhumanismes. Parce que, comme le disent toutes les philosophies et sagesses du monde, tout agrégat diminue l'être. Hein? Toute détermination diminue. Non, alors nous, l'homme augmenté, le cerveau augmenté, etc., on les voit avec une certaine méfiance. Mais bon, voilà, l'intelligence artificielle est cette puissance tout autre qui est seulement comparable à la découverte de la fission et la fission nucléaire, c'est-à-dire quand tout à coup on peut agir dans les noyaux, hein, ou les génies génétiques. Vous voyez, il y a en très très peu de temps, c'est rien pour l'histoire de l'humanité,
il y a qu'on peut détruire les noyaux de l'atome, qu'on peut s'occuper des dents, n'est-ce pas, de la transformation du vivant, et la cohabitation avec une machine à raisonner. Et c'est vrai qu'elle raisonne, la machine, et c'est vrai qu'il y a une créativité algorithmique. Sauf que la machine, c'est une machine, quoi. Elle fonctionne. Elle fonctionne, quoi. Elle n'existe pas, parce qu'exister, c'est avoir un présent avec des défis, avec l'angoisse d'un corps que parce que fini, il définit son monde, n'est-ce pas? Alors, mais c'est ça qu'il faut trouver, c'est ce que nous cherchons, quelles sont les pratiques qui permettent d'expérimenter cette altérité pour ne pas être bouffé par la délégation des fonctions. Bon, mais merci beaucoup. Christian.